recevoir Lucilia. Lucilia ne supportait plus de voir sa mère sombrer dans l'alcoolisme. À 22 ans, elle a donc décidé, décision difficile, de couper les ponts avec sa maman. Et ça, c'était il y a 1 an. Depuis cette décision, Lucilia est rongée par la culpabilité. Elle se demande tous les jours si elle a fait le bon choix. Nous allons donc lui proposer d'en discuter avec d'autres invités. Et puis avec le docteur Daniel Maury, spécialiste de cette question et qui fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir Lucilia. Bonjour Lucilia. Merci d'accepter de venir parler de ce problème douloureux qui touche votre maman. Depuis combien de temps? Depuis quelques années, à peu près 10 ans. 10 ans d'alcoolisme. Vous avez 23 ans, vous êtes aujourd'hui mariée, vous avez un enfant, vous êtes aide-éducatrice. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de couper les ponts avec votre maman au bout de 10 ans? Parce que j'ai tout essayé pour essayer de la sortir de son alcoolisme. Et quand je dis tout essayer, c'est vraiment tout. C'est les sentiments, c'est les ultimatums, c'est essayer de trouver une nouvelle situation professionnelle, c'est la mettre dans un centre spécialisé. Ces échecs, j'y arrive pas. C'est dur pour vous? Enfin, c'était dur à l'époque où vous essayez de la... Oui, mais ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Parce que malgré avoir coupé les ponts, aujourd'hui je culpabilise parce que je me demande si j'ai bien fait ou si j'ai mal fait. Je le vis mal. Voilà, tout simplement. Comment est-ce que vous avez décidé de couper les ponts? Qu'est-ce qui a été le déclic? Le déclic, c'est en fait la naissance de ma fille. Un petit peu après, j'ai revu ma maman à peu près 3 semaines après la naissance de Léna. Elle l'a prise dans ses bras et elle était donc, comment dire, dans son état pas très normal. Et j'ai eu très peur pour ma fille parce qu'elle la tenait très mal et je me suis dit, j'ai peur. Et même en communiquant avec elle, elle ne comprenait pas que je voulais récupérer Léna. Et donc là, j'ai eu une grosse frayeur en fait. Comment ça s'est passé? Vous lui avez annoncé que vous vouliez partir? Non, je ne lui ai pas annoncé. En fait, on n'a plus de contact téléphonique. C'est-à-dire que vous êtes partie comme ça? Voilà. Vous êtes sortie de sa vie? Voilà. Elle a essayé de vous rattraper, de vous retenir, de vous appeler, de demander pourquoi? Non. Jamais? Non, non. C'est ça qui vous rend triste? Moi non plus, parce que c'est peut-être méchant à dire, voire même égoïste, mais je me suis dit, je veux me protéger maintenant, je veux protéger ma famille. Est-ce que vous avez eu le sentiment à un moment que c'était elle ou vous? Oui. Mais vous aviez le sentiment que vous pouviez à votre tour sombrer parce que c'est fatigant de soutenir quelqu'un? Oui, c'est très fatigant, c'est très éprouvant, surtout quand on a tenté. Qu'est-ce qui était le plus dur justement à l'époque où vous la souteniez encore? De voir qu'elle ne prenait pas conscience du mal qu'elle se faisait et qu'elle faisait autour d'elle en fait. Vous aviez 12 ans quand elle a commencé donc à peu près, hein? Oui. Pleine période d'adolescence. Même pas, mais je veux dire c'est terrible parce que elle prend conscience de rien et en fait j'ai l'impression que c'est moi qui souffrais plus qu'elle en fait. C'était le cas peut-être? Je ne sais pas. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de ne plus voir votre mère? Oui, parce que je me pose la question à savoir si elle va toujours bien. Vous n'avez plus de nouvelles? Plus du tout de nouvelles. J'en doute et je le vis très mal. Vous n'avez pas le sentiment, est-ce que vous culpabilisez d'ailleurs en vous disant si jamais elle va encore plus mal, est-ce que ce n'est pas de ma faute? Bien sûr. Vous vous dites ça aussi? Oui. Oui. Et malgré tout, vous tenez bon, même si vous posez beaucoup de questions? Non, aujourd'hui je viens pour essayer de trouver des réponses, peut-être même des solutions à ce mal. Eh bien, on va vous présenter dans quelques instants des invités qui ont fait des choix différents. Vous allez également discuter avec des personnes qui sont alcooliques et qui sont soutenues par leurs proches ou d'autres qui ne le sont pas. Puis bien sûr, vous avez le docteur Maury qui est là et qui vous expliquera, lui, ce qu'il en pense tout à l'heure avec des chiffres à l'appui. Je propose maintenant d'accueillir Johanna. Johanna, elle est un peu dans le même cas que vous puisque sa maman était elle aussi alcoolique, mais elle l'a toujours soutenue. Elle va nous expliquer pourquoi elle n'a jamais décidé de couper les ponts. Je propose de l'accueillir avec sa maman, Martine, qui a tenu à témoigner aujourd'hui. Voici toutes les deux.
Bonjour à toutes les deux. Merci d'avoir tenu à témoigner, Johanna en tant que fille et puis vous en tant qu'alcoolique. Johanna, vous avez 20 ans, vous êtes fiancée, vous êtes VRP. Martine, vous en avez 43, vous êtes divorcée, vous avez 3 enfants qui ont 23, 20 et 9 ans. Donc Johanna, c'est la petite du milieu, la deuxième. Vous avez entendu Lucilia. Johanna, qu'est-ce que vous avez envie de lui conseiller? Qu'elle se batte et qu'elle retrouve sa mère. Qu'elle la retrouve. Ouais. Ça fait combien de temps que vous vivez l'alcoolisme de votre maman? Il y a, on va dire, j'ai ma petite sœur de 9 ans, on va dire qu'il y a 8 ans. Quand ma sœur avait 1 an. Vous aviez à peu près le même âge hein, que Lucilia, quand vous avez commencé à découvrir l'alcoolisme de votre maman. Vous l'avez entendu parler des situations, j'ai tout tenté, et ça n'a jamais marché, vous avez aussi tout tenté? J'ai tout tenté, c'est pareil. Je suis passée à la ramasser, je vais vous expliquer en gros, je suis passée à la ramasser dans la salle de bain parce qu'elle était vraiment elle était vraiment ivre, quoi, je vais dire ça. Ça a été que je l'ai ramassée dans la salle de bain, je rentrais de l'école, la porte était fermée, donc impossible de rentrer. C'est passé à ce que je m'occupe de ma petite sœur, je dirais pas avoir la garde, mais c'est passé à que je veux pas prendre j'ai pas voulu prendre le rôle d'une mère par rapport à ma petite sœur, mais j'en ai fait vous en êtes bien occupée. Beaucoup. J'en veux à ma mère, c'est sûr que j'en veux à ma mère. Et mais pourtant, vous êtes toujours là. Je suis là, bien sûr. Vous lui en voulez comment? Beaucoup. J'en ai voulu beaucoup. C'est difficile quand on a une petite fille de voir sa maman dans cet état-là? Oui. Qu'est-ce qu'on ressent? Ça fait mal par rapport... Ça me touche énormément, mais c'est par rapport à ma petite sœur, en fait, qui me blesse encore plus. Pourquoi? Parce qu'elle a vu ces scènes-là? Comment? Elle a vu ces scènes-là, c'est ça qui vous choque? Oui. C'est-à-dire que ma petite sœur, elle aussi m'appelait, quand je suis partie, j'ai commencé à vivre avec mon ami. Ma petite sœur m'appelait, il était 11h du soir pour me dire « Nano, viens à la maison, j'ai pas mangé, je ne suis pas lavée ». Moi, je prenais la voiture, je partais, il était 11h du soir et ça me faisait hyper mal. Vous avez été très en colère contre votre mère? J'étais en colère, mais ça passait par une oreille et ça ressortait. Est-ce que des fois, vous l'avez copieusement engueulée? Oui, je l'ai menacée également. Menacée de quoi? C'est-à-dire que je lui ai dit que si elle ne faisait pas d'efforts, c'était mon père qui allait récupérer la garde de ma petite sœur, qu'elle n'allait plus nous voir, qu'elle allait tout perdre et qu'elle allait finir par être seule. Ouais. Ça marchait, Martine, les menaces? Oui. Au début, non. Au début, non, ça rentrait, puis ça sortait aussi vite, quoi. C'était vraiment un engrenage. Vous avez donc vécu, et vous vivez toujours, on peut dire un enfer? Pour moi, c'est plus un enfer, parce que je vois qu'elle fait... Des efforts? Des efforts, oui. C'est-à-dire qu'elle est sortie elle a fait une cure, elle a suivi une cure. Elle est sortie mercredi dernier. Ça va, Martine? Depuis mercredi? Oui. J'aurais dû la faire beaucoup avant, quoi. Chaque chose en son temps, on verra ça avec le docteur Maury. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait avant? Parce que j'avais peur, quoi. Je ne savais pas comment ça se passait. Et puis... Peur de ne plus boire? Non, pas cette question-là, mais... Peur d'être enfermée. Peur d'être enfermée, je sais pas. Je pensais pas que la cure... Qu'est-ce que vous avez pensé de votre fille pendant toutes ces années? Qu'est-ce que j'ai pensé de ma fille? Vous avez pris conscience qu'elle souffrait, qu'elle avait du mal à vous voir dans cet état-là devant votre petite fille? Et malgré tout, vous continuiez? Vous aviez conscience que vous étiez dans cet état-là? Oui, à chaque fois, je me disais toujours, écoute, essayer de reprendre des responsabilités et tout ça, essayer de repartir dans le droit chemin. Je mettais ça en tête et puis... Une petite contrariété, ça y est, je voyais la bouteille, c'était reparti. C'était instinctif, quoi. Et après, je m'en voulais parce qu'ils me voyaient dans cet état-là. J'étais plutôt honteuse, quoi, vis-à-vis de mes enfants. Et pourtant, ça a recommencé. Et ça a recommencé. Ce qui est aussi ennuyeux, c'est que quand on parle à sa maman, qu'elle est sereine, on va dire, on a l'impression que tout est compris, que le déclic est arrivé, qu'enfin on est soulagé, elle va pouvoir enfin prendre conscience de son mal et se guérir. Et puis en fait, le lendemain, suffit d'un apéritif ou bien arrosé ou des excuses pour boire. Et en fait, tout ce qu'on a réussi à construire un petit peu la veille, et tout s'écroule, il faut tout recommencer. Ça, c'est dur. Vous avez ressenti ça aussi, je suppose, Johanna? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous fait vous tenir? Je me dis qu'une mère, on n'en a qu'une. Je la prends avec ses défauts, ses qualités.
Je me dis aussi que... Mais là, c'est plus qu'un défaut. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je me dis que si ça aurait été mon cas, si ça aurait été moi qui aurais bu, j'aurais, enfin pas apprécié, mais j'aurais peut-être remercié les gens qui m'ont... Mais sincèrement, qu'est-ce qui vous fait tenir dans les moments où, comme disait Lucilia, vous sentez que tous vos arguments s'effondrent parce qu'il y a un verre de trop et que c'est... Qu'est-ce qui fait que vous continuez à vous battre? Je veux qu'elle s'en sorte, je veux qu'elle récupère ma petite sœur, je veux qu'elle reprenne la vie active et qu'elle redémarre sur de bonnes bases. Martine, qu'est-ce qui se serait passé si votre fille avait coupé les ponts, comme Lucilia? Ah, ben alors là, ça aurait été une catastrophe, quoi. Est-ce que ça vous aurait boosté pour arrêter de boire? Ah ouais, oui. Oui, j'aurais eu trop peur de la perdre, quoi. Qu'est-ce qu'elle représente dans votre cheminement, votre fille? Ben, je suis bien contente de l'avoir à mes côtés, quoi, parce que vraiment, elle m'a bien épaulée. C'est elle qui m'a donné un coup de main, un bon coup de fouet, quoi. Je la remercie beaucoup. Je sais que maintenant, je peux compter sur elle. Parce que j'ai pas été une bonne mère. Je connais. Alors on va poursuivre avec Carole. Carole, elle a coupé les ponts avec sa mère alcoolique, mais contrairement à vous, Lucilia, elle ne se pose pas de questions. Elle sait qu'elle a fait le bon choix. Elle pense que c'est la meilleure des solutions. Je propose de l'accueillir. Elle va nous raconter son histoire. Voici Carole. Bonjour Carole, vous avez 22 ans, vous avez tenu à témoigner de manière anonyme. Qu'est-ce que vous avez envie de conseiller, vous, à Lucilia? Bah déjà, ce que j'ai envie de dire à Lucilia, c'est vu que sa mère ne veut pas du tout s'en sortir, fuis et pense à toi. Crée ta vie et pense à toi et oublie. Mais est-ce que c'est pas être un peu trop égoïste? C'est ça l'ambiguïté, c'est vraiment... Mais elle t'a fait du mal en étant petite. Je veux dire, elle t'a fait souffrir. Son comportement m'a fait souffrir, oui. Énormément. Tu lui as déjà posé le dilemme choisi entre moi et ta bouteille? Ah oui, ah oui. Ah oui. Et qu'est-ce qu'elle a choisi? C'était la bouteille. Bon bah voilà. C'était la bouteille. T'as ta réponse. Oui, mais malgré tout, on a quand même si, bon, par exemple, il y a l'instinct de maman qui est là, bah, je veux dire, il y a l'amour de la fille à sa mère. Et, oui, c'est sûr. C'est sûr, mais il faut que tu te dises dans la vie, c'est que tu vois, personne ne pensera à toi. Tu vois? Donc pense à toi toi-même, sois égoïste. Du tout, non. Je suis pas d'accord. Mais par contre, non, moi par contre, ce que je lui dis, c'est pas vraiment le même cas que vous, parce que toi, ta mère, elle a eu la volonté de s'en sortir. Je l'ai poussée. Hein. Oui, mais nous, apparemment, on a eu la volonté de pousser la personne à s'en sortir. On a tout donné. Il n'y a aucune solution. Donc elle sera malheureuse toute sa vie si elle doit partir et elle doit laisser sa mère de côté. Elle s'en voudra toute sa vie. Quand elle se dira, si vraiment, je ne souhaite pas qu'elle perde sa mère, là elle se dira pourquoi je ne l'ai pas aidée, pourquoi je ne l'ai pas fait avant, j'aurais dû le faire, et là ça va être des milliers de questions. Donc il faut pas, apparemment, elle a aidé sa mère. Mais apparemment, elle a aidé sa mère. Elle l'a aidée, mais il n'y a pas eu quelque chose de concret. Peut-être qu'elle l'a aidée, mais en reprenant contact avec elle, même si c'est d'autres choses qu'elle a dû parler, qu'elle a, je veux dire... Oui, mais en fait, j'ai déjà eu des coupures, repris des contacts, mais ça s'est toujours soldé par des échecs parce que je lui ai même proposé de venir à la maison pour dire se ressourcer un petit peu, reprendre un petit peu de joie de vivre, se changer les idées tout simplement. Et on a eu un souvenir malheureux avec mon mari. Je veux dire, le soir, elle est venue avec son sac de voyage. On l'avait fouillé bon, discrètement, mais le soir pour dire on va se coucher tranquillement. On avait feutré toutes les bouteilles pour voir le niveau d'alcool, savoir si elle allait boire. Vous savez que moi, j'ai vu ma mère et boire en à la pleine bouteille. nuit, et ben voilà, c'est arrivé. Elle a réussi à boire. Et, je veux dire que moi, en pleine nuit, c'est pareil. Elle s'est retrouvée dans des états... Mais moi, je veux dire, j'ai repris contact avec ma mère. Tu vois, je lui ai redonné des chances. J'ai fait que ça. Tu vois, jusqu'à l'année dernière. Je l'ai revue en septembre dernier. Tu vois. Et ça a été un échec total. Ça a été encore pire. Parce que pendant que je ne la voyais pas, j'avais mal, mais sans plus. Je pensais à elle, parce qu'il faut dire quand même que j'aime ma mère. J'ai toujours une pensée pour elle. Mais
quand tu vois les gens se détruire devant Bien toi, sûr. c'est encore pire. C'est encore pire, ça te tue à l'intérieur. C'est comme si on t'enfonçait un poignard je dans sais. le cœur. Mais Et puis moi, je vais t'expliquer juste. Moi, j'ai 2 enfants. Tu vois, moi, j'ai tout fait. Je lui ai amené ces petits-enfants. Rien à faire. Elle pense qu'à une chose, c'est sa bouteille. Tu vois, je lui ai dit, si tu veux nous revoir, tu oublies ta bouteille. Bah, qu'est-ce qu'elle a choisi? Sa bouteille. Alors pourquoi je penserais à elle, franchement? Non, je sais bien. Voilà. Mais Si elle voudrait s'en sortir, j'aurais continué. J'aurais continué le combat. Mais elle ne veut pas s'en sortir, il n'y a aucune solution. Tout le monde l'a aidée. Et c'est impossible, il n'y a aucune solution. Donc la meilleure des solutions que moi j'ai prises, c'est de partir. Ça a été difficile de prendre cette décision? Bah, très dur, parce que bon, je veux dire, une mère, c'est sûr, on n'en a qu'une. Mais quand on aime sa mère, hein, ça fait mal. Ça fait mal de voir sa mère se détruire, ça fait horriblement mal. Quel est le souvenir qui vous revient comme ça, l'image qui vous marque encore? Bah, la plus grosse image qui m'a fait très très mal, c'est de la voir faire une crise d'épilepsie par rapport à l'alcool. C'est vraiment la plus grosse. Et quand vous voyez ça, bah, ça vous marque à vie. C'est vous qui l'avez sortie de cette crise-là? Vous avez pris en charge votre maman? Bah, oui. Moi, j'ai appelé les pompiers tout de suite. Je ne savais plus quoi faire, plus du tout. Vous nous avez raconté tout à l'heure l'image la plus forte qui vous revient à l'esprit, mais votre tout premier souvenir de votre maman par rapport à ce problème d'alcool, c'était lequel? Bah, les bouteilles cachées dans les affaires. Dans vos affaires? Oui, dans mes affaires. C'est-à-dire? Elle cachait les bouteilles dans mes affaires pour pas que mon père le voie. Dans votre chambre à vous? Oui. Et vous les découvriez? Oui, mais je disais rien. Vous aviez quel âge là? J'avais 9 ans, 8 9 ans. Oui. Vous vous rendiez compte de ce que faisaient ces Non, pas bouteilles-là? du tout, non. Non, pas du tout. Je me rendais pas du tout compte vraiment de la gravité du Vous problème. alliez les voir avec les bouteilles ou comment ça se passait? Non. Vous les laissiez là? Oui, je les laissais et puis c'est mon père un jour qui a vu tout ça, quoi. Nous allons maintenant recevoir Jacqueline. Jacqueline dit qu'elle n'aurait jamais pu se sortir de l'alcoolisme sans le soutien de ses enfants. Elle a entendu vos témoignages en coulisses. Elle va venir en discuter avec vous. Voici Jacqueline qui est venue avec sa fille Muriel. Bonjour à toutes les deux. Merci de venir témoigner sur ce plateau. Jacqueline, vous avez 55 ans. Oui. Vous êtes mariée, vous êtes femme au foyer, vous êtes mamie maintenant. Hein, et bientôt encore mamie, si j'en crois ce gros bidon. Vous avez également 2 enfants, dont Muriel qui a 30 ans. Muriel, vous êtes assistante sociale. Jacqueline, ça fait combien de temps que vous n'avez pas touché une goutte d'alcool? 3 ans et 3 mois. 3 ans et 3 mois. Vous comptez les jours? Il s'est fait que j'ai arrêté parce que je voulais bien vivre ma vie de grand-mère avec mon deuxième petit-fils, mon deuxième petit enfant. J'avais eu une petite fille que j'ai complètement négligée, complètement laissée tomber, à tel point que ma fille venait me rendre visite et je n'attendais qu'une chose, c'est qu'elle parte pour pouvoir rejoindre ma bouteille. Pourtant, un jour, vous avez réussi à avoir le déclic. Et alors, bon, j'ai refait encore une cure. Et 3 semaines avant la naissance de mon petit garçon, j'ai dit c'est fini, je ne bois plus. Et je n'ai plus bu depuis. Lucilia, c'était un peu ce que vous espériez hein, avec la naissance de votre enfant. Oui. C'est ce que vous n'avez pas obtenu de votre maman. J'attendais le déclic. Le déclic, qu'elle puisse enfin être grand-mère et porter toute son attention vers ce nouveau bébé. Et j'attends toujours le déclic. Jacqueline, il n'y a pas eu le déclic. Qu'est-ce qu'elle peut faire, Lucilia? Mais disons qu'elle n'a pas eu le déclic avec le premier, moi non plus du tout. Ça voudrait dire qu'il faut que je fasse un autre enfant, peut-être? Je ne sais pas, mais le déclic s'est fait au deuxième. Moi, j'ai 2 enfants. Au premier comme au deuxième, ma mère n'a jamais eu le déclic. C'est dur ce que vous dites quand vous dites que vous attendiez qu'une seule chose, c'est que votre fille parte. Mais c'est vrai. Mais vous ne réalisez pas ce que maintenant, encore maintenant, je m'en veux. Jacqueline, ne mettez pas la main devant votre micro. Ce que je pouvais m'en vouloir de dire, mon Dieu, c'est ma petite fille, mais je préfère mon verre de bière pour être bien. Oui, c'est affreux. C'est affreux. Je sais bien, mais et je vous comprends. Vous en voulez à votre maman. maman, mais je vous comprends parce que nous sommes des êtres
odieux. Égoïste. Nous sommes égoïstes, Égoïste, odieux et infects à vivre. Alors je veux bien croire que vous en voulez à votre maman, mais mes enfants ne m'ont pas laissé tomber. Vous ne vous en seriez pas sorti Je ne m'en sans vos serais enfants? pas sortie sans mes enfants, ni mon mari. Et pourtant, ils ont dû tenir. Ça a dû être dur, Muriel. Oui. Vous avez failli renoncer? J'ai renoncé par moments, mais jamais longtemps. 1 heure ou 2, et puis je retournais vers maman. C'est vrai que ça a commencé quand j'étais adolescente. Donc ça a commencé quand j'avais 15 ans à peu près, et ça s'est terminé il y a 3 ans, donc j'en avais 27. Donc c'est quand même 12 ans avec un secret, un poids. Mais bon, c'est vrai que quand la petite est née, on voyait bien que maman ne vivait pas bien à la naissance, mais j'ai continué à l'y mettre. C'est vrai que papa, je laissais la petite des matinées entières ou des journées entières Vous chez n'aviez maman. pas peur? Parce que Lucilia disait, moi j'ai eu peur. Hein. Mais c'est ce que je disais, je ne sais pas s'il y avait encore un adulte responsable avec. Ici, j'avais papa qui était là, donc je me dis, papa sera là s'il y a un problème. Donc ça peut faire le déclic chez maman. Mais vous n'auriez pas pu partir, vous? Non. Même Non. quand, parce que je suppose que votre maman le dit aujourd'hui, elle ne l'a pas toujours dit, mais vous l'avez ressenti, quand vous sentiez qu'effectivement, elle avait hâte que vous partiez pour pouvoir recommencer à boire. Oui, oui. Jamais vous n'avez eu la tentation de vous dire, allez, c'est fini, je ne peux plus rien Non. faire? Non, jamais. Docteur Maury, il y a beaucoup d'enfants qui craquent et qui coupent les ponts comme ça? Oui, c'est une solution qui est à peu près inévitable. Il faut savoir que là, ce que je remarque, c'est 2 situations assez différentes. Il y a des gens qui sont entourés, qui ont cherché des moyens, et puis nous avons en face de nous aussi 2 personnes dans une extrême solitude. Je ne vois pas comment un enfant pourra faire pour développer des capacités qu'un adulte n'arrive pas, surtout quand c'est son propre parent. Je crois que là, il y a quand même quelque chose de capital à souligner. Quand vous dites solution, ça veut dire que pour beaucoup d'enfants, il n'y a pas d'autre solution que de partir? Non, en plus, le sens de la vie est comme ça. Ils sont nidifuges. Un enfant n'est pas là pour être le parent d'un parent, c'est ça que vous Non, voulez dire? ils le seront, mais beaucoup plus tard, lorsque les parents perdront de leurs moyens au sens social du mot, c'est-à-dire avec l'âge. À ces âges-là, ils ne sont pas prêts à ça. Donc il faudra toute une maturation pour l'enfant pour être capable de prendre son parent en charge. Et cette maturation ne se fera pas sans souffrance non plus. Et quitter son parent, c'est forcément une grande souffrance. Mais est-ce que c'est la plus mauvaise solution? C'est pas la meilleure. À quel moment on sait qu'on a vraiment tout tenté et qu'il faut partir? Parce que vous voyez sur le plateau, vous avez des jeunes filles qui ne sont pas parties, qui ont aidé leur maman, ça a marché, puis 2 qui sont parties parce qu'elles avaient le sentiment qu'il n'y avait plus rien à faire. Que l'on n'a jamais tout tenté. Je pense qu'on est arrivé au bout de ses moyens. C'est totalement différent. Et quand on est au bout de ses moyens, la seule chose qu'on puisse faire, c'est essayer de voir si d'autres moyens n'existent pas. Il y a des professionnels pour ça, il y a des systèmes de soins qui sont eux aussi avec des limites, qui parfois n'auront pas la solution immédiate. Ça peut prendre aussi des années pour suivre des patients. Moi, j'ai des patients qui ont réussi à arrêter de boire après 3, 4 séances. Ça fait des années comme ça. Et un jour, une épouse m'a dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui ai dit, vous ne le soignez pas? Et elle m'a répondu candidement, parce que ça se soigne. Il y a des gens qui pensent que ça ne se soigne pas. Et puis, vous l'avez très bien souligné, dans la honte, que voulez-vous que fasse l'enfant? Quand on passe toute sa jeunesse à se cacher d'un parent qui est difficile à montrer, il est bien évident que pour ces enfants-là, la seule solution, c'est d'avancer vers leur propre vie. Et puis, ils ne sont pas faits pour prendre leurs parents en charge. Et c'est sûr que ceux qui peuvent le faire, c'est tant mieux pour les parents, c'est tant mieux pour eux. Mais c'est très, très difficile de prendre un parent en charge. Alors, vous nous direz dans quelques instants, après avoir reçu nos prochains invités, si justement, parce qu'on a entendu ces petites phrases chez nos invités qui sont là, si c'est quand on veut s'en sortir qu'on s'en sort. Vous nous direz un petit peu dans quelques instants si c'est à ce moment-là que ces personnes-là s'en sortent et que tant que le déclic n'est pas venu, on peut toujours essayer. Vous nous le direz. On va recevoir Sabrina qui, elle aussi, est complètement perdue. C'est son mari qui boit cette fois et elle ne sait plus quoi faire. On les reçoit tous les deux. Voici Sabrina et Fabrice. Sabrina, vous avez 22 ans. Oui. Vous êtes intérimaire, vous avez 2 enfants. Vous êtes mariée à Fabrice depuis combien de temps? 3 ans en août. Depuis 3 ans. Fabrice qui a 23 ans et qui est sans emploi aujourd'hui. Sabrina, quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que votre mari buvait un peu trop? Il y a 1 an, en fait, je rentrais du travail et j'avais toujours l'impression qu'il n'était pas dans un état très normal. Et il partait toujours avec les copains, il n'en avait pas pour très longtemps et rentrait le lendemain sous. Comment vous avez réagi quand vous avez compris que c'était plus qu'un verre ou 2? En fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je pensais que c'était plutôt des petites fêtes entre copains. Parce que on est jeunes, donc j'ai pas pensé à ça du tout. Mais quand je m'en suis rendu compte, j'ai réagi très mal.
Vous êtes, comment ça s'est passé? Vous vous êtes fâché? Je l'enfermais. Enfermé à la maison? Ouais. Je vidais les bouteilles, je lui volais les clés de voiture, souvent. Mais c'était encore pire. C'était pire. Fabrice, vous en aviez parlé à Sabrina de ce problème d'alcool que vous avez? J'en ai parlé il y a un mois. Il y a un mois seulement? Ouais. Pourquoi il y a un mois seulement? Parce que j'en ai pris conscience que j'ai déjà perdu un emploi au début dû à l'alcool. Oui. Et là, il y a un mois, ça a recommencé dû à l'alcool aussi, une perte d'emploi. Donc là, on a commencé à en discuter et là, je me suis aperçu que j'avais vraiment un problème d'alcool. Vous ne vous étiez pas rendu compte que c'était à ce point-là avant? Au début, non, je pensais que j'aurais pu arrêter comme ça, en fait, de boire, parce qu'au début, on boit une bière, 2 bières, puis 2 jours après, on en boit 3, puis après, ça va de beaucoup plus en plus. Et de là, après, on ne s'arrête plus. Quand Sabrina a mal réagi, quand elle a tenté de vous enfermer, de vider les bouteilles et tout, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'elle ne me comprenait pas dans un sens, et de toute façon, moi, il fallait à tout prix que je boive, donc je sortais quand même dans un autre sens. Et c'est pas ça qui a amélioré la chose, du fait que ça nous a éloignés au lieu de nous rapprocher. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse d'après vous? Maintenant, c'est qu'elle essaye un peu de m'aider, donc de me comprendre. Et moi, en contrepartie, comprendre quoi? Le fait de ne pas m'interdire de boire ou de me vider mes bouteilles déjà. Et maintenant, j'essaye de me limiter par moi-même. Et là, je vais essayer de me soigner. Oui, vous avez envie. J'en ai envie, puis oui. Sabrina, vous avez 2 enfants. Oui. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Pour l'instant, je ne sais pas trop, parce que j'ai tout essayé, donc j'ai plus de solution. Vous avez entendu les témoignages de nos autres invités. L'alcoolisme chez les mamans de nos invités a duré très longtemps, une dizaine d'années au moins. Mais en fait, si vous voulez, j'ai vécu la même situation que, je ne sais plus son prénom, Lucilia, je pense. Oui. Ouais. J'ai mon père qui était alcoolique. J'en ai beaucoup voulu à mes parents, surtout à ma mère, parce que je ne comprenais pas. Je pensais que c'était un peu normal, en fait. Donc, vers l'âge de 13 ans, j'ai fugué pour aller rejoindre mon père. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il était alcoolique. Et, il s'en foutait, en fait. Je pouvais lui dire c'est moi ou la bouteille, c'était la bouteille. Et voilà, donc... Qu'est-ce que ça vous fait de revivre le calvaire que vous avez vécu finalement avec votre père? J'ai pas l'impression que ce soit pareil, en fait. Ah bon, pourquoi? C'était mon père, en fait. C'était pas mon mari. Mon mari, c'est plus difficile parce que je vis avec lui 24 heures sur 24. On a des enfants et c'est une situation difficile. Comment ça se passe avec les enfants? Les enfants sont témoins de scènes qu'ils ne devraient peut-être pas voir? Moi maintenant, mais avant souvent. Mon fils surtout. Il a déjà vu votre mari dans des états pas très clairs, pas très nets. Qu'est-ce que vous ressentez quand il assiste à ces scènes-là? Déjà, j'ai mal au cœur pour lui parce que j'ai vécu ça, donc je le comprends. En fait, souvent, il pose des questions et c'est vrai que je ne peux pas toujours répondre. Parce que j'ai pas la force de lui dire. Il a 3 ans, donc je pense pas que ce soit l'âge d'en parler, en fait. Vous avez eu la tentation de partir? Je suis partie l'année dernière, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui était différent de mon mari. Un autre homme? Oui. Qui ne buvait pas, qui était différent. Et je suis partie pendant 2 mois. Et j'ai tellement culpabilisé que je suis revenue. Culpabilisé de quoi? De le laisser tout seul avec ce problème-là, en fait. De me dire que il a déjà pas de famille qui s'occupe réellement de lui. Donc, sans moi et sans ma famille, il a l'impression qu'il est perdu encore plus. Ouais. Même si c'est à votre détriment, à vous. Voilà. Est-ce que vous vous sentez quelquefois coupable de son alcoolisme à lui? Je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes en plein désarroi, même si vous êtes revenu, vous posez beaucoup de questions. Edwige, elle, ne se pose absolument plus de questions. Elle a vécu 13 ans avec un homme alcoolique qu'elle a fini par quitter. Et elle pense, et c'est assez radical de penser cela, on en discutera avec le docteur Maury dans quelques instants, elle pense qu'il est impossible de lutter contre l'alcool de son conjoint. Je vous propose de l'accueillir. Voici Edwige. Bonjour Edwige, vous avez 54 ans, vous êtes aujourd'hui célibataire, vous avez un enfant et vous êtes nourrice. Oui. Vous avez une position très radicale. Vous dites qu'on ne peut pas lutter contre l'alcoolisme de son mari.
Non, parce qu'il y a une fin à tout. Quand vous avez tout tenté, vous avez tout essayé, il n'y a plus qu'une solution, c'est de s'échapper pour ne pas sombrer soi-même, ou dans la dépression, ou couler complètement. Qu'est-ce que vous avez envie de conseiller à Sabrina? Eh bien déjà, Fabrice a eu du mal, je pense, à supporter sa paternité. Il a une très grande fragilité. Il est très influençable et c'est quelque part ce qui le pousse à être dans ce défaut, ce vice, cette gangrène, parce que moi je considère que l'alcool est une gangrène et un fléau de la société. D'accord, je suis d'accord avec vous. Donc c'est absolument urgent que vous vous en sortiez, sinon vous allez tout perdre. Et je pense qu'il y a des enfants à la clé, et ils sont très petits, et si vous ne faites pas d'efforts au jour d'aujourd'hui, c'est fini. C'est fini, vous allez tout perdre. C'est clair. Oui, mais moi je pense que quitter la personne parce qu'elle boit, c'est pas l'aider. Non. C'est Mais pas écoutez, du tout ça le- c'est dépend. pas- Moi, j'ai tenu 13 ans comme ça. Je suis moi, partie ma 3 fois. femme m'a quitté une fois quand je buvais, et ça a été 10 fois pire. Parce que vous êtes faible et vous n'avez pas eu la volonté d'arrêter Mais en à ce même moment-là. temps, Elle vous a crié au On a secours. l'impression que Quand- vous remettez, quand vous on nous est- culpabilisez. C'est fou, quoi. Je veux dire, à la limite, c'est notre faute si vous buvez parce qu'on est parti ou parce qu'on s'échappe un moment. Non, mais pour dire, une personne qui boit déjà, que la personne elle s'en va, C'est pas c'est évident quand la pas personne l'aider. qu'on Moi je aime suis se désolé, c'est C'est pas sûr l'aider. que c'est pas l'aider, C'est pas mais de l'aider. là à dire qu'on boit encore plus. Bah oui, parce que la personne elle se sent encore plus mal puisqu'elle se retrouve tout seule. Eh ben, c'est à toi d'avoir la force de surmonter ça pour récupérer la femme que t'aimes. Il y a un temps pour tout, Fabrice. Vous savez, je crois qu'on ne peut pas toujours porter éternellement L'alcool, ça, sur son dos ça va quelqu'un. détruire ta famille. Hein, si Il faut tu aussi vous continues, porter vous-même. On est tous un sur la terre. On doit tous se porter, se supporter et faire le maximum. On est tous un individu, donc quelque part, il faut que vous fassiez des efforts. Edwige, à quel Sinon, moment vous vous allez vous tout êtes perdre. dit que, parce que c'est très dur, hein, la position que vous avez, qu'on Mais écoutez, ne peut c'est très pas, dur, en oui. gros, on ne peut pas guérir un alcoolique. Pour moi, non. On Si- est à la limite pour Fabrice parce qu'il est jeune, il démarre dans la vie, Si il a on des peut tout guérir petits un enfants. alcoolique, mais s'il a la volonté de s'en sortir. S'il Mais n'a pas la volonté, il n'y a la rien à volonté, faire. c'est pas tout de suite que ça arrive non plus. Et si Oui, vous mais avez même tout si au cours tenté, des années, on a tout tenté, mais si on voit qu'il n'y a aucun effort, aucune bonne volonté de la personne, pourquoi continuer? Parce qu'on se Ah, gâche la vie à je suis nous-mêmes. complètement d'accord. Je suis partie 2 fois, j'ai repris 2 fois la bah voilà. personne, moi, en question. Pourquoi au bout de 8 ans, ma mère s'en est sortie? Vous estimez qu'elle s'en est Parce sortie qu'elle a eu hein la Je volonté. ne dis pas qu'elle s'en est sortie complètement, parce qu'elle est encore dedans. Et mercredi prochain, elle rentre en post-cure. Donc c'est vraiment qu'elle veut s'en sortir. Mais bien sûr, Et voilà. quelqu'un qui est alcoolique et qui se dit j'ai honte de moi, et qui dit devant les gens je vais rentrer en post-cure. Oui, bravo, bravo. C'est vraiment qu'elle Bravo, monte. là, je dis là, bravo. elle est On vraiment peut l'applaudir. Mais quand tu vois la personne, moi, je comprends qu'il y a besoin de quelqu'un de vous. C'est aussi de ma mère, j'aurai mon ami je verrai mon ami dans cet état-là. Tellement Oui, mais je ton l'aime, je ferai tout oui, pour lui. ton ami, ma tu vas mère, le je voir. l'aime, Tu je vas ferai l'aider tout une pour fois, elle. 2 fois, Non, 3 non, fois, non. 4 fois, la 5e fois, Non. t'en pourras. Pourquoi je le fais pour tu ma vas- mère? Parce Mais que parce de toute qu'elle a façon, la force, elle a la force de s'en sortir, elle a la volonté de s'en Non, sortir. non, elle est très faible. Et je vous Non, assure pas qu'elle est plus faible encore que très ma mère, faible. c'est pas possible, Elle moi, est si très je te le faible. dis. Si, Pas elle est plus très faible. Si. Mais Parce que je vous ai dit. Parce que je veux dire, elle n'est pas plus faible parce que déjà, elle a le courage de venir témoigner. Oui, bravo, Juste Marie, déjà. c'est super. Donc, elle a encore de la force. Ah oui, Mais quand une personne complètement faible n'a aucune volonté, tu ne peux pas l'aider, c'est impossible, même si tu as tout donné. Parce qu'elle a Moi, pas j'ai quelqu'un tout derrière. fait. Elle n'a pas quelqu'un derrière. Mais moi, j'étais constamment derrière ma mère, constamment. J'allais pas à l'école, j'allais pas au travail, je faisais tout pour elle. Non, mais c'est sûr que... Moi, je l'ai emmenée chez un médecin, je l'ai emmenée faire une cure, je l'ai emmenée voir des associations, j'ai tout fait. Aucun résultat, que des échecs, des échecs. Moi, j'en avais marre, je pouvais Non, mais plus. je sais, je vous comprends. Moi, il y a 3 semaines avant qu'elle rentre en cure, elle est passée voir un psychologue. Je vous assure que la crise qu'elle m'a fait dans le cabinet, je suis sortie du cabinet, j'avais honte. Et aujourd'hui, ma mère, j'attends pas qu'elle me dise merci. J'attends pas. Ce que je veux, c'est moi, ce que je veux récupérer ma mère parce que quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas de relation mère et fille. Ma mère ne s'occupait pas de moi, entre guillemets. Donc, et je veux que plus tard, ce qu'elle n'a pas fait avec moi, Elle le fasse avec le vos refasse petits-enfants. avec mes petits-enfants. Et Docteur Maury, quand vous entendez Edwige dire on ne peut pas guérir quelqu'un qui en tout cas ne veut pas guérir, et puis il y a un moment, c'est plus possible avec les alcooliques, on ne peut rien faire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que médecin? D'abord, vous avez des chiffres. Hein, Oui, quelques chiffres. Il faut savoir qu'en France, nous sommes à peu près 60 millions de personnes et il y a 5 millions de buveurs excessifs. 5 millions de buveurs excessifs, dont 2 millions pratiquement d'alcoolodépendants. C'est-à-dire que dans une réunion de famille, d'entreprise, quand vous avez 15-20 personnes, inévitablement, vous avez en probabilité 3-4 buveurs excessifs minimum. C'est comme ça. Donc, il faut quand même faire sentir
que ce problème a été évoqué ici sous un angle extrêmement affectif, sous un angle moral. Il est bien évident qu'un médecin n'abordera jamais cette maladie sous cet angle-là. Simplement, le message d'espoir qu'on peut véhiculer est très simple, c'est que l'alcoolisme est une maladie chronique, avec des rechutes, mais c'est une des rares maladies qui peut guérir. On peut vraiment parler de guérison. Qui sont importants. La guérison, ça fait, sur les proportions que je vous ai données, on peut donner un tiers de guérison, un tiers de gens qui arrivent quand même à devenir tempérants, et puis un tiers qui restent dépendants, en sachant qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui, à la longue, de tempérants vont devenir abstinents et les autres vont s'améliorer. Donc, bien sûr, on n'aura pas des résultats forcément espérés comme les familles le voudront, mais on aura une réduction du risque avec des gens qui pourront au moins reprendre une vie sociale. Et il faut quand même signaler que j'ai vu suffisamment de familles pleurer un parent alcoolique qui était adorable. C'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est vrai que l'alcoolisme donne de grosses difficultés sociales, de grosses difficultés familiales, mais il y a des gens qui ont été alcooliques toute leur vie, qui ont travaillé, qui ont eu une famille, qui avaient un petit peu des troubles du comportement, mais on les a enterrés très jeunes, bien sûr, mais avec beaucoup de larmes, mais aussi beaucoup de respect. Et on a beaucoup regretté exactement ce qu'on a entendu ce soir, qu'ils n'étaient pas toujours aussi présents qu'on aurait pu le souhaiter, et qu'il y a eu beaucoup de souffrances exprimées. Là, je ferai juste une petite distinction entre ce qu'ont assumé des enfants de parents alcooliques et ce qu'on a assumé en tant que partenaire. C'est pas pareil. Oui. Je pense que c'est différent. Les parents, on ne les choisit pas. Et cette jeune femme nous l'a très bien dit, un compagnon ou une compagne, on peut quand même estimer qu'on a à le choisir, au moins quelque part. Et une notion qui est abordée de temps en temps, c'est qu'on parle de divorce de couple. On commence à parler de divorce parent-enfant. Du reste, il y a des lois sociales qui commencent à venir, avec la protection des mineurs et tout. Légalement. Tout à fait. Et c'est quand même quelque chose d'important. Et lorsqu'une jeune femme dit qu'elle ne peut plus rien faire, qu'elle a tout fait pour sa mère, on peut peut-être le formuler d'une autre façon en disant que finalement, ce qu'elle souhaite, c'est divorcer de sa mère. C'est une notion un peu particulière, mais enfin, c'est quand même à dire. Il faut quand même laisser les gens la possibilité d'exister. Mais c'est plus dur pour un conjoint ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, puisqu'on a remarqué à travers les différentes histoires, là, que ça va vraiment être une question de conjoncture. Parfois, vous avez d'emblée des éléments qui sont favorables, avec un niveau social qui est garanti, une relation familiale qui peut perdurer. D'autres fois, c'est les grands schismes. Et vous pouvez voir tout et son contraire. Donc, je crois que plutôt que de donner des règles de ce genre, il faut être vraiment porteur d'espoir à travers le fait que cette maladie est une maladie qui se soigne déjà. Donc, à partir du moment où vous soignez, vous redonnez confiance aux gens, vous redonnez envie de vivre autrement. Et ensuite, il y en a quand même suffisamment qui guérissent. On en a des cas. Alors, on va maintenant recevoir un homme qui, lui aussi, a quitté sa compagne alcoolique, mais il est revenu. Il pense que partir n'est pas une solution. Il va nous dire pourquoi. Voici Henri Jean. Bonjour Henri Jean, vous avez 24 ans. Vous vivez donc à nouveau avec cette femme qui souffre d'alcool depuis ? Enfin, elle boit depuis presque 15 ans maintenant. Depuis 15 ans. Mais et ça fait 15 ans que vous vivez avec... Elle était dépendante depuis pratiquement 2 ans. Depuis ? 2 ans. 2 ans. Pourquoi est-ce que vous dites que partir, ce n'est pas la solution ? Mais parce que tout simplement, on n'aide pas ces malades. Et je tiens à préciser que ce sont des malades alcooliques. Parce que le fait de consommer de l'alcool, ce n'est pas un vice, comme certaines personnes peuvent le penser, mais une vraie maladie. Psychologique. Et donc, on ne choisit pas sa maladie. Ces gens-là consomment de l'alcool, ils sont malades. Alors, pour plusieurs raisons, bien sûr. Ça peut être la perte d'un proche, une rupture sentimentale. Enfin, bon, il y a des tas de raisons pour que ces gens-la consomment. Mais est-ce que c'est une raison pour rester quand on est un conjoint qui en prend un peu plein la figure au quotidien, quoi ? C'est ce que vous avez vécu, puisque à un moment, vous avez décidé de partir. C'est ce que j'ai vécu. Il y a eu une séparation entre nous deux, puisque je ne supportais plus cette situation, ce calvaire. J'ai entendu tout à l'heure le mot calvaire. Qu'est-ce qui était dur à vivre en tant que mari ? Tout ce que l'on subit, c'est-à-dire les efforts que l'on peut faire. Et elle n'est pas réceptive à ça, parce qu'elle vit dans son monde. J'ai l'impression qu'une personne qui consomme de l'alcool, elle est sur son petit nuage. Elle souffre, bien sûr. Parce que lorsque son organisme demande de boire de l'alcool le matin, dès le matin, c'est qu'effectivement, elle souffre. Mais elle est sur son petit nuage et tant qu'elle a de l'alcool à consommer, tout se passe très bien. Le problème, c'est que quand elle va mal, c'est quand elles n'ont plus d'alcool à consommer. Mais nous subissons cette maladie, mais nous ne sommes pas ces malades. C'est-à-dire que dès le matin, c'est infect à vivre, c'est une pression permanente sur le conjoint
ou sur l'enfant, puisque malheureusement, il y a aussi la relation enfant. Oui, puisque vous avez un enfant. Comment ça se passait justement? Vous disiez le matin, vous vous leviez, votre femme était déjà en train de boire. Ça se passait comment? Non, bien souvent, je me levais avant elle, parce que le fait de se coucher le soir on traîne au lit. ivre, ça donne le sommeil. Bon, elle trouvait toujours une excuse pour que je m'éclipse un petit peu, soit aller au sous-sol ou sortir dehors pour qu'elle puisse consommer cet alcool. Alors, il y a quand même un appel chez elle, c'est qu'elle s'est toujours cachée pour consommer de l'alcool. Par contre, elle m'a toujours laissé les bouteilles vides. Donc, je pense que c'était un appel en disant, tu vois, je suis malade, mais j'arrive pas à m'en sortir toute seule. Donc, aide-moi. Pourquoi vous êtes revenu, vous? Ben, déjà, il y a les sentiments pour cette femme, hein, c'est clair. Et puis, c'est-à-dire que lorsque je l'ai quittée, c'était un petit message que je voulais lui faire passer en disant, fais attention, réagis, parce que ça ne me convient pas, cette situation. Ça a servi? Non, au contraire, ça a été l'effet inverse. C'est-à-dire qu'elle s'est complètement réfugiée dans l'alcool, où elle a commencé à se détruire. Elle sortait dans les bars de nuit, enfin bon, elle menait une vie qui n'était pas la sienne, hein, vis-à-vis des responsabilités qu'elle a aussi. Et puis un beau jour, il y a eu un événement qui ont fait que je l'ai retrouvée dans sa voiture à 9 h du matin, complètement endormie. Elle n'a même plus la force de monter chez elle. Donc là, j'ai eu moi ce déclic, c'est-à-dire que je me suis dit, ben, il faut que tu reviennes, il faut que tu l'aides, hein, à faire cette démarche, lui faire prendre conscience qu'elle était malade. Ça, c'est une prise de conscience. Moi aussi, au début, je pensais que c'était un vice de boire. Et à vrai dire, non, c'est une vraie maladie. Mais vous avez entendu Edwige? C'est une faiblesse aussi, c'est une habitude. Je considère ça comme une habitude. Ah non, ça c'est non. Comme je disais tout à l'heure. Un verre en amène un autre, c'est une habitude, un plus non, sain. madame, non. Parce que je ne suis pas d'accord avec vous, Edwige. Parce que il y a l'événementiel, on va dire, c'est-à-dire la perte d'un proche, une rupture sentimentale. Oui, mais on ne peut pas rester écroulé toute sa vie, il faut essayer de remonter. Justement, donc c'était à vous justement à assumer vos responsabilités. Je suis désolée, j'avais une profession indépendante, j'ai tout perdu à cause de cette personne-là, j'ai mis 500 km avec la ville où j'étais, j'estime que j'ai vraiment fait le maximum. Non, vous n'avez pas été jusqu'au bout des choses. Mais je vous assure que si. Jusqu'au bout des choses. Je peux vous assurer que si. Mais vous aviez des responsabilités, c'est-à-dire que dans un couple... Vous savez, quand vous partez à 51 ans, que vous n'avez plus rien, vous prenez votre voiture et vous vous dites, il faut que je mette du large, il faut quand même être courageux. Mais bien sûr, madame, mais moi aussi, mais c'est parce que vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus le choix. Si justement, vous aviez un choix, c'est-à-dire que dans un couple, on est deux pour former un couple et on a chacun nos responsabilités. Et lorsqu'une personne... Vous ne pouvez pas porter éternellement. Non, mais lorsqu'une personne dans ce couple n'assume plus ses responsabilités, c'était à vous à les assumer. Alors c'est toujours le même qui va assumer, puis l'autre va se laisser traîner derrière. C'est inadmissible. Non, est-ce que vous avez essayé de discuter avec lui? Oh là oui, je l'ai même fait hospitaliser de force parce que j'étais obligée. Écoutez, il y a maintenant, vous savez, moi j'ai beaucoup discuté avec elle. Hein, j'ai beaucoup discuté avec elle. Il y a maintenant des médecins alcoologues ou alors spécialistes dans l'alcoolologie. Il y a aussi des centres alimentaires, d'hygiène alimentaire. Il y a des associations. Donc, est-ce que vous avez essayé de contacter au moins ces gens-là? Oui, tout à fait, tout a été fait. Qu'est-ce qui vous fait dire, Henri Jean, que votre calvaire, si on peut appeler ça comme ça, ne va pas durer aussi longtemps? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle va s'en sortir, qu'elle va guérir? Parce que déjà, elle a subi une cure. C'est très récemment, puisqu'elle a subi une cure au mois de mars. Et puis tout simplement parce que je vois que son état d'esprit a changé. Elle a bien pris conscience qu'elle était malade. Elle suit maintenant un traitement. Hein, et je pense que je vois l'avenir avec sérénité parce de nouveau, elle fait des projets. Elle fait des projets dans sa vie professionnelle, mais aussi dans notre vie privée, je vais dire. Donc, bien sûr, dans le fond de ma tête, il y a toujours cette rechute. Ça... les médecins qui l'ont vu lui ont dit, de toute façon, on est malade alcoolique toute votre vie. Donc c'est vrai que, si vous voulez, moi j'ai embriqué autour d'elle un petit réseau, c'est-à-dire que j'essaye de ne plus voir de gens qui consomment de l'alcool. J'essaye d'inviter des amis qui ne boivent pas d'alcool. J'ai vu ses employés et je les ai prévenus qu'au moindre souci, au moindre détail, il fallait qu'ils me préviennent. Maintenant, c'est vrai que je croise les doigts. J'espère qu'elle va durer, continuer. Vous ne pouvez pas présumer de l'avenir, oui, ça c'est évident. Je ne peux pas présumer de l'avenir, mais au moins, elle a déjà pris conscience qu'elle était malade. Et Fabrice, vous avez conscience que vous êtes malade? J'ai pris conscience il y a un mois que j'étais malade. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de conseiller, vous, Henri Jean, à Sabrina, qui ne sait plus quoi faire? De ne pas baisser les bras. Je pense que déjà, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que...
Pardon. Ça marche, ce que monsieur dit, je suis d'accord avec monsieur. Vous êtes ému par ce qu'elle fait pour vous? Oui, parce que déjà, je comprends pas madame qu'elle s'en va parce que monsieur est beau, moi je comprends pas. J'ai pas Désolé. votre âge. Moi, ma femme elle est revenue, on discute. J'ai perdu l'emploi, j'en ai pris conscience pour elle et pour mes enfants, qu'il fallait que j'arrête de toute façon de boire. Moi, je dis qu'une personne ne se soignera pas de toute façon tant qu'elle n'aura pas pris conscience qu'elle est alcoolique. Donc, moi, je pense que si on peut s'en sortir, mais il faut être aidé. Tout le monde n'est pas fort. Des groupements d'entraide, je trouve. Enfin, tel que moi, j'ai suivi Vie Libre du côté donc, de Belgique. Là, et Vie Libre. Non, parlez pas tous en même temps, sinon on ne s'entend pas. Oui, et Vie Libre m'a beaucoup soutenue, m'a beaucoup aidée. Et je vais dire, quand il y a un moment où je ne vais pas bien, je vais toujours à cette réunion où on m'encourage. Et c'est l'exemple, les gens qui viennent se faire soigner, qui changent presque toutes les semaines, qui me disent « Ah, Jacqueline, fais attention, il pourrait arriver la même chose. » On vit le cas d'un autre. Vous avez peur de la rechute, Jacqueline? Pardon? Est-ce que vous avez peur de rechuter? Très peur. Très peur. Je suis tellement bien maintenant que je ne suis pas... On peut vivre sans alcool quand on a été alcoolique? vivre sans alcool, que j'ai très peur de rechuter. Et je vais régulièrement à ces réunions. La vie sans alcool, c'est pas si terrible que ça, finalement? Mais non, on s'y habitue. Et on voit la vie d'une toute autre façon. Vous êtes la seule sur ce plateau à s'en être sortie, si tant est qu'on s'en sorte définitivement. Puisque tout à l'heure, on disait que... Je suis sûre qu'on reste malade d'alcoolisme toute sa vie. Mais en tout cas, vous ne buvez plus aujourd'hui et vous êtes celle qui tient depuis le plus longtemps. 3 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sabrina? Moi, je lui dis... Vous avez été très soutenue par votre mari, je crois. Hein? Et par mon mari aussi, par mes enfants et par ce groupement-là, je vous dis qu'il rencontrerait peut-être des gens qui sont dans son cas et il ne se sentirait plus tout seul. Et si madame pouvait accompagner, elle aussi serait réconfortée en entendant le témoignage des autres. Ça fait énormément de bien, ces soutiens-là de groupement, d'entraide à l'alcoolique, quoi. Et à ces accompagnants qui veulent sortir l'alcoolique de son problème. Je bien ajouter à ce qu'elle dit, c'est que dans la famille et dans les amis, on a pris conscience que c'était une maladie, que c'était pas une tare, que c'était pas quelque chose qu'il fallait cacher. Et que, bon, elle est malade, elle se soigne pour cette maladie-là, mais on ne la cache plus. La maladie alcoolique, c'est affreux. C'est affreux. Mais les gens ne le comprennent pas. Sabrina, oui. J'aimerais poser une question, justement, à toutes ces personnes qui ont coupé les ponts, justement. Et ma question est la suivante. Si vos parents ou votre conjoint auraient été malades d'une autre maladie que l'alcoolisme, est-ce que vous les auriez aussi abandonnés? Non. Non. Alors, mais justement, c'est parce que vous n'avez pas pris conscience que l'alcoolisme est une maladie. Ce sont des gens malades. C'est ce que vous avez envie de dire aussi, docteur Maury? Mais qui dit maladie, dit... Est-ce qu'il y a le docteur Maury qui n'est pas d'accord avec vous? Oui, je comprends très bien votre idée. Pour ce qui est de faire face à la maladie d'un conjoint, malheureusement, on a vu, et ça se vérifie, des gens très mal à l'aise d'une maladie grave pour un conjoint ou d'un handicap et ne pas pouvoir assumer. Je crois qu'on a tous des limites. Et la grande notion qu'il faut ressortir, c'est que très vite, il faut se rendre compte de ses limites et essayer, quand on est à ses limites, de trouver des gens, des moyens, des structures. Vous avez très bien parlé de réseau tout à l'heure. Et un réseau, c'est effectivement ce que vous avez décrit, c'est-à-dire ce sont les gens qui nous entourent. Ce ne sont pas que des spécialistes et des hôpitaux. On ne vit pas avec les spécialistes et les hôpitaux. On vit avec les gens qui viennent manger chez nous. On vit avec les gens avec qui on travaille. Et c'est là qu'on fait un réseau. Et en même temps, le regard du monde médical a énormément changé sur les associations d'alcooliques, puisque au départ c'était considéré un petit peu comme marginal, et maintenant on s'aperçoit qu'on fait difficilement un travail positif sans eux, d'autant plus qu'ils savent très bien, eux, recruter les gens qui pourraient avoir besoin de nos services et nous les adresser. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est une association qui m'a fait contacter et je trouve que je suis petit placé par respect pour eux, voyez-vous. Et vraiment, je pense que là, il faut faire bien attention. Quand quelqu'un est dans une situation incontournable, personnel, je crois que son choix sera forcément le moins mauvais. Il ne peut pas être le meilleur. C'est le moins mauvais qu'il va faire. C'est comme quand vous voyez quelqu'un qui se noie, si vous ne savez pas nager, vous appelez au secours, vous faites quelque chose, vous ne sautez pas à l'eau. Vous n'allez pas vous noyer avec. Je crois que c'est vraiment important cette notion-là. Parce que sinon, le dialogue ne se construit pas, le réseau ne se fait pas, et elle a peut-être rendu service à ce homme-là. Moi, j'ai vu des patients arrêter de boire parce que leur femme était partie. Et ensuite se demander, le restant de leur temps, comment ils pouvaient faire pour récupérer leur femme. Bon, d'autres fois, les gens sombrent complètement. Il n'y a pas de solution. Donc, on ira beaucoup plus vers quelque chose d'utile avec une solution construite, quelque chose d'un petit peu froid,
sans trop de passion, sans trop de sentiments, que vers quelque chose où on s'implique énormément et on voit des jeunes femmes pleines de santé et de vie capituler. Elles n'ont pas pu aller plus loin. Sabrina, justement, vous avez entendu tout l'avis de nos invités, vous avez entendu le médecin qui est avec nous, docteur Maury, qui vient de dire quelque chose d'important. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous qui étiez perdu avant de rentrer sur ce plateau? En fait, si vous voulez, j'ai entendu ce que la dame a dit et c'est vrai que je lui ai déjà proposé les associations, mais je ne sais pas si c'est la peur ou le sentiment de honte. Voilà, ou le sentiment de honte. Il ne veut pas y aller. C'est pareil, on avait des amis et je pensais que c'était des bons amis. Et je me suis trompée. Parce que quand moi, je fermais la porte, eux l'ouvraient pour donner à boire. Et c'est vrai que les seuls amis véritables qu'on a, en fait, l'aident comme je l'aide, en fait. Mais vous avez envie de rester de continuer à l'aider? Avec des efforts, oui. S'il en fait. Ouais. Et vous, Lucilia, par rapport à votre maman, vous qui étiez pleine d'interrogations? Mais en fait, j'ai pris conscience que de toute façon, si la personne qui est alcoolique n'a pas envie de se faire aider, j'aurais beau essayer mille et une choses, il n'en fera rien. Donc, mais bon, je peux peut-être provoquer les choses en disant... allez la voir, juste... Oui, tout à fait, faut pas... Juste pour m'assurer que... Eh bien, merci en tout cas d'être venu témoigner aujourd'hui sur le plateau de C'est mon choix sur un sujet qui n'est pas facile, notamment quand on parle d'alcoolisme des femmes et d'alcoolisme des jeunes. Merci aussi au docteur Maury pour ce message optimiste et d'espoir que vous êtes venu donner au nom de tous les malades que vous soignez au quotidien. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.